Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous allons être ensemble pour 1 heure. Euh, je vais d'ici quelques minutes vous dire qui nous sommes. Nous sommes en tout cas ensemble aujourd'hui pour un événement bien particulier qui est un webinaire sur je suis entrepreneur ou indépendant et je développe mes compétences. Voilà, donc on va vous souhaiter avec Marlène la bienvenue. Marlène. Oui, bonjour à toutes et tous. Je vois que ça arrive sur le chat. Tout le monde nous dit bonjour. Donc, c'est parfait. Ça veut dire qu'on nous entend bien, je pense. Donc, Bon, ravi d'être avec vous cet après-midi autour de cette thématique. on va tous les deux et avec vous, en charmante compagnie, échanger sur une thématique qui en tout cas qui est très importante, c'est comment en effet je développe mes compétences. Mais juste avant, on va se donner quelques points de repère pour bien fonctionner ensemble. Donc si vous le permettez, je vais mettre en grand écran un élément principal qui est l'ordre du jour, hein, en effet. Donc on débute aujourd'hui les semaines de l'évolution professionnelle. Vous voyez que c'est du 9 au 20 octobre. Nous sommes 9, donc c'est le go, le top départ. Et pour que notre webinaire se passe dans les meilleures conditions, quelques règles, quelques consignes, c'est important. Ça nous permettra de réagir au mieux et de vous répondre en effet au plus vite. Donc vous avez la possibilité de poser des questions via en effet l'onglet questions. Donc regardez bien sur votre écran en bas à droite. Vous avez à la fois la notion de chat et à la fois un petit onglet qui s'appelle questions. Donc surtout, c'est par question que vous pouvez en effet mettre en avant vos points d'interrogation. Donc utilisez bien le point question, s'il vous plaît. Et c'est au travers de cet onglet questions que vous pourrez aussi, quand vous verrez d'autres questions qui vous intéressent, de les mettre, de cliquer dessus et ça va les faire remonter. Donc ça nous permettra aussi de répondre selon les intérêts qui ont regroupé la majorité ou en tout cas le plus grand intérêt. Voilà. Donc merci de bien utiliser question. Les semaines de l'évolution, on le disait il y a quelques secondes, c'est du 9 au 20 octobre. C'est organisé par les différents opérateurs du Conseil en évolution professionnelle. Vous avez l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane, Antea RH Corse et Axis Martinique. Donc, ils sont tous des opérateurs du Conseil en évolution professionnelle qui s'occupent des salariés du privé et des indépendants. Et donc, c'est eux qui organisent des semaines de l'évolution professionnelle en association avec différents partenaires régionaux et nationaux. C'est bien un événement qui est 100% digital chaque année. Il est gratuit, donc vous inquiétez pas, on vous enverra pas de facture, vous êtes tranquille, et il est accessible à tous. Et en effet, l'idée c'est de faire en sorte qu'on touche une centaine de thématiques, en tout cas il y a une centaine de webinaires et avec des différentes thématiques. Sur cette présentation, nous sommes deux. Et la politesse faisant, je ne dis plus rien, mais avec qui suis-je donc? Donc, rebonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je suis Marlène Pilet, je suis chargée de partenariat pour le groupement Évolution en Île-de-France, avec pour objectif de mieux faire connaître ce service qui est le conseil en évolution professionnelle. Bon, on va en parler plutôt en fin de présentation et se concentrer sur le développement de vos compétences. Et aujourd'hui, je suis avec Philippe. Mais tiens donc, qui est-il? Ben voilà, en l'occurrence, bienvenue, on vous l'a dit tout à l'heure. Donc Philippe, voilà, je suis le pendant de Marlène, version masculine, mais on est sur les mêmes champs et on s'occupe particulièrement de l'Île-de-France. Mais voilà, le principal, vous allez l'avoir maintenant, c'est en effet, on va rentrer vif dans le sujet concernant ce webinaire. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on vous propose? Vous êtes Ce- entrepreneur? Vous êtes Oui, vas-y. entrepreneur ou indépendant, ouais. Voilà, donc là c'est juste, j'annonce la couleur, c'est quoi? On va aborder comment est-ce qu'on fait pour développer ses compétences, on va aborder les dispositifs pour se former, on va revenir sur le compte personnel de formation, le fameux CPF, comment financer sa formation grâce au fonds d'assurance formation, le FAF, et vous verrez, c'est pas il y en a plusieurs, le crédit d'impôt formation, et on reviendra sur le conseil en évolution professionnelle. Voilà l'ordre du jour. Alors pour commencer, je passe le micro en direct à Marlène. Donc, les dispositifs pour se former, quels sont-ils? Donc, un petit focus sur le CPF et les différents dispositifs et financements. Voilà ce qui va nous intéresser. Donc, vous avez plusieurs dispositifs qui vont vous permettre de vous former aujourd'hui. Se former, c'est vraiment monter en compétences, hein, en termes de savoir-faire. Donc,
il y a bien sûr, j'imagine que vous le connaissez tous, vous avez tous entendu parler du compte personnel de formation, mais il y a également les fonds d'assurance formation et on peut aussi évoquer le crédit d'impôt formation. Ce sera l'objet, notre dernier point sur cette partie. Donc un petit focus sur le compte personnel de formation, comment l'utiliser, le gérer, France Connect, créer son identité numérique, les astuces pour trouver bien choisir sa formation. Philippe, je te laisse évoquer le compte personnel de formation. Oui, alors c'est vrai que tu me fais penser à. Je fais une petite marche arrière. Comme vous l'avez compris, nous sommes chargés de partenariat et l'objectif c'est de vous donner les grandes dimensions, les grandes informations. Donc on n'est pas des spécialistes, on n'est pas des juristes, on n'est pas avocats. Voilà. Donc l'objectif vraiment de ce webinaire, c'est que ce que l'on va aborder à chaque fois, c'est vous donner les éléments clés, les éléments essentiels. Alors le compte personnel de formation, en effet, il s'adresse potentiellement à tout le monde, travailleurs indépendants, membres des professions libérales, des professions aussi non salariées, mais attention, ça s'adresse aussi aux conjoints collaborateurs, aux artistes auteurs, et il est alimenté automatiquement. Donc chaque année, il y a une certaine somme d'argent, et vous le voyez un petit peu plus bas dans la présentation, 500 euros par an qui arrivent chaque année, une fois par an, et c'est pour une année entière d'activité. Donc on dit que le CPF est abondé, c'est ce côté arrivée automatique de l'argent. Si l'activité en effet elle est fractionnée, ça veut dire en effet que le nombre d'heures qui va être consacré à votre activité, eh ben vos droits seront proratisés au nombre d'heures que vous aurez en effet travaillé en tant qu'indépendant, membre d'une profession libérale ou une profession non salariée, etc. Si c'est une activité à temps plein, vous toucherez 500 euros par an. Et si vous n'utilisez pas cette somme chaque année, vous pourrez cumuler à un moment donné un maximum de 5 000 euros. Donc ça veut dire clairement que au bout de 10 ans, de toute façon, si vous ne l'avez pas utilisé, vous ne pourrez pas aller au-dessus de 5 000 euros. Pour bénéficier de, en effet, du compte personnel de formation, c'est à titre personnel. C'est vraiment un droit donc personnel du droit à la formation continue. Le travailleur indépendant doit payer chaque année la contribution à la formation professionnelle. Et oui, donc à la différence de salariés, quand on est travailleur indépendant, on doit payer chaque année cette fameuse CFP, contribution à la formation professionnelle. Et c'est cette contribution qui va vous permettre en effet d'avoir un abondement de 500 euros chaque année. L'organisme collecteur agréé, il va être déterminé en fonction de l'activité principale exercée. Lorsqu'on est indépendant, travailleur indépendant, on peut peut-être avoir différentes activités. Et donc on va voir que c'est l'organisme qui va collecter en effet auprès duquel cette fameuse contribution à la formation professionnelle doit être versée, il est en fonction de votre activité principale. Et donc l'activité principale, pour la connaître, on va y revenir d'ici quelques secondes. Alors les formations éligibles, Marlène. Alors, effectivement, il y a différentes formations qui sont éligibles. La première des choses, c'est que ces formations sont forcément certifiantes, inscrites au répertoire national des compétences professionnelles ou au répertoire spécifique. Ça veut dire que ce sont des formations qui donnent un niveau, un diplôme, une certification professionnelle. Et ça, c'est important. C'est pas faire une formation pour faire une formation. C'est une formation qui est reconnue dans le monde du travail. Ça peut être aussi, on peut financer une VAE, une validation des acquis de l'expérience, également avec son CPF. Donc, pour faire pour valider un niveau également, une VAE, c'est vraiment valider un niveau d'expérience en validant un diplôme qui correspond à ce niveau. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans la comptabilité depuis 10 ans mais qui n'a pas un bac comptabilité, eh bien, il va pouvoir valoriser ses expériences dans le domaine de la comptabilité pour valider un diplôme, en fait, son bac en l'occurrence. On peut également financer un bilan de compétences pour faire un point sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui, ses appétences, ce qu'on veut faire, ce qu'on ne veut plus faire, enfin, comment est-ce qu'on voit les choses. Parfois, ça arrive un petit peu quand on est un peu perdu, qu'on a besoin d'y voir un peu plus clair sur ce qu'on attend de sa vie professionnelle. Le certificat CLEA. Le certificat CLEA, c'est un certificat qui a 7 niveaux où en fait on valide un niveau au niveau numérique,
maîtrise du français, les règles d'hygiène et sécurité, travailler en équipe, apprendre tout au long de la vie, tout ça. Et ça permet d'avoir un premier niveau de formation qui peut après donner lieu à peut-être un CAP ou à un autre diplôme. Ça permet de reprendre confiance en soi, en ses acquis aussi. On peut aussi solliciter son CPF pour être accompagné et conseillé dans le cadre d'une création ou d'une reprise d'entreprise par rapport à un organisme certifié qui va pouvoir accompagner et que vous allez financer, qui va vous aider par exemple à monter votre business plan. Et on peut également solliciter son CPF pour passer son permis de conduire dans le cadre d'une c'est vraiment dans un cadre professionnel. Il y a des auto-écoles qui sont certifiées pour ça et qui peuvent accepter que leur permis soit financé par le CPF. C'est vraiment dans le cadre d'une évolution professionnelle parce que votre permis vous est indispensable d'un point de vue professionnel. Vous allez trouver toutes les informations de toute façon sur www.moncompteformation.gouv.fr. Si vous voulez, on peut vous remettre le lien dans le chat. Peut-être que ça serait pas mal. Je vais vous le mettre pour que vous ayez toutes les réponses par rapport à ces formations. Et que vous puissiez aussi activer votre compte si ce n'est pas déjà fait. Et donc, comment on fait pour créer son compte, Philippe? Arrête d'avancer les slides. Si tu avances les slides en même temps que moi, c'est pas possible. Ouais, alors vous l'avez compris, avec Marlène, on aime bien jouer. Alors veuillez nous excuser, on redevient sérieux. En effet, alors pour juste avant de répondre à la question que tu as posée, parce que ça évitera à différentes personnes de reposer 36 fois la même question, ne vous inquiétez pas, toute la présentation, que ce soit le support ou l'enregistrement, en effet, Marlène a déjà répondu, vous sera communiqué une fois que les semaines d'évolution seront terminées. Donc voilà, il faut que l'ensemble des webinaires soient terminés, mais après vous y aurez accès, et du fait que vous êtes en effet enregistré, vous aurez possibilité d'y aller autant de fois que vous voulez, revisiter le support, regarder la vidéo, etc. Voilà, je referme la parenthèse. Donc, pour créer son identité numérique, il y a deux grandes actions à faire. C'est avec France Connect plus. Le mot plus, c'est pas en plus, c'est France Connect plus. Et puis il y a la Poste. Donc concrètement, il faut s'inscrire. Donc pour s'inscrire à une formation, l'inscription, en effet, vous l'avez compris avec tous les problèmes de sécurité qui ont été liés au CPF, il y a eu un renforcement de la sécurité, et donc l'identité en ligne, elle est beaucoup plus verrouillée, et pour cela, il faut passer par une identité numérique de la Poste via un site, en l'occurrence l'application qui est l'identité numérique, la Poste-sécuriser votre identité en ligne. Voilà, donc ça c'est par ce biais-là que vous pourrez en effet créer votre identité. Donc concrètement, comment ça se passe? On vous met les principales étapes. Rendez-vous sur le site moncompteformation.gouv.fr. À ce moment-là, en effet, pour vous identifier, il faut cliquer sur France Connect, et vous aurez ensuite à cliquer sur l'identité numérique avec le logo de la Poste, et vous aurez ensuite à saisir votre numéro de mobile pour recevoir en effet une notification sur votre smartphone. Donc c'est par ce biais-là que vous, et pas 36 personnes, recevrez derrière un code qui vous sera demandé juste après. Confirmez la demande de connexion en saisissant le code secret à 4 chiffres. Voilà les principales étapes qui vous permettent de créer votre identité numérique. Et surtout, soyez bien vigilants, il n'y a pas 36 chemins, il n'y a pas 36 mails que vous êtes censé recevoir, c'est uniquement par ce biais-là que vous serez en effet sur le bon site et que vous disposerez vraiment après de vos droits. Alors, est-ce que côté navigation, est-ce que Marlène, tu veux bien nous dire quelques mots? Oui, en fait, alors quand vous arrivez effectivement sur le site, on vous a fait un petit tuto quelque part sur une slide. Quand vous arrivez sur le site, vous pouvez effectivement modifier vos données personnelles, vos accès avec votre identité. Voilà, vous arrivez, c'est François Dupont qui est là. Dans la recherche, c'est évidemment pour rechercher l'offre de formation disponible que vous pouvez faire avec par thème, par exemple. Vos droits aussi, donc l'onglet Les droits qui vont vous donner accès à vos droits, votre historique, comment transférer vos droits si vous avez eu une activité dans le public auparavant. Vos dossiers de formation, une fois que vous avez été inscrit, dans l'onglet Dossier pour un meilleur suivi, et aussi des conseils professionnels et notamment un petit encart sur la mobilisation du conseil en évolution professionnelle qui peut vous aider à y voir encore plus clair dans tout cela. On en reparlera un petit peu plus tard avec Philippe.
Des petites astuces, Philippe, pour la recherche efficace de formation? Oh, je sais pas si je vais leur donner des astuces, parce que quand même des astuces, est-ce que ça se partage des astuces? Ben oui, bien entendu. Oui. Donc, quand on veut faire une recherche efficace en matière de formation, vraiment déjà le premier réflexe, on vous le répétera pas 36 fois, c'est d'aller sur un site fiable en termes d'information. Donc, la première des choses, effectuer une recherche générale sur le net, ça c'est une chose, de façon avec des mots-clés, hein, identifier la formation sur le site CPF. Donc il n'y a pas 36 sites, hein, il n'y en a qu'un surtout. Donc c'est bien celui-là sur lequel vous pouvez vous connecter pour voir les différentes formations. Mais avant tout, ce qui est intéressant, c'est de façon générale, utiliser des mots-clés et des filtres. Et donc pour cela, vous allez avoir à votre disposition des filtres qui peuvent être le prix, les distances par rapport à votre lieu d'habitation, votre lieu de travail, le nom de l'organisme de formation, la date de début, de fin, etc., le rythme qui peut vous être proposé, la durée, l'accessibilité, le niveau de sortie. Donc bref, utilisez ces différents moyens pour avoir une vision la plus large possible des choix qui sont les vôtres. Et après, ça va vous permettre de comparer en effet aussi à un élément important, c'est savoir ceux qui sont déjà passés par cette formation, ce qu'ils en ont pensé. Et les évaluations sont aussi bien sûr un paramètre à prendre en compte dans votre réflexion pour demain choisir avec quel organisme vous allez vouloir travailler. Voilà, donc ça, voilà quelques astuces très rapides de point de repère en méthodologie. Mais derrière cette logique-là, avant tout, il y a une question fondamentale. Comment bien choisir sa formation? Exactement, donc comment, bien choisir? Mais alors ça, on vous a mis une petite liste de questions que vous pouvez peut-être vous poser en amont ou de points à prendre en compte, pour, effectivement déterminer la formation qui va vous correspondre. Déjà, quel est l'objectif de votre formation? Quel est l'objectif que vous voulez atteindre? Quel est le niveau de qualification que vous recherchez? Quelle durée? Est-ce que vous allez plutôt être sur une formation courte, une formation plus longue? Ça, c'est aussi à prendre en considération. Est-ce que ça va être, la périodicité aussi en termes de calendrier? Est-ce qu'on est, en cours du soir, 3 jours consécutifs, tous les lundis du trimestre et cetera? Il peut y avoir, une flexibilité importante au niveau des formations. Si c'est en présentiel aussi, ce qui est important, évidemment, c'est le lieu de formation parce que, est-ce que vous êtes prêt à faire, 1 heure de transport après votre travail pour aller en formation, par exemple? Est-ce que cette formation, si, elle se déroule sur 6 mois, faire, 4 heures de transport par jour, c'est possible, c'est envisageable? Enfin voilà, il y a plein de questions à se poser et également les prérequis pour entrer en formation. Qu'est-ce qui est demandé pour accéder à cette formation? Est-ce qu'il y a un niveau de diplôme? Est-ce qu'il y a un dossier à remplir? Est-ce qu'il faut avoir une expérience dans le secteur? Est-ce que vous avez besoin de maîtriser l'anglais? Enfin, que sais-je? Donc, les prérequis, c'est aussi à prendre en considération. Et évidemment, le nerf de la guerre, le coût. Combien coûte cette formation? Comment je vais la financer? Parce que ne pas oublier que c'est un engagement aussi d'entrer dans une formation. Donc, se dire et il faut que j'aille jusqu'au bout, donc ne pas arrêter pour des raisons financières, c'est quand même, plus confortable. Donc le coût à prendre en considération. Est-ce que je le finance avec mon compte personnel de formation? Est-ce que je fais appel à Transition Pro? Enfin, est-ce que je paye moi-même de ma poche directement parce que, mon CPF n'est pas suffisant? Donc ça, c'est vraiment à prendre en considération et aussi bien se renseigner sur la formation en elle-même, d'autres personnes qui l'ont suivi, faire des petites recherches, échanger aussi sur les réseaux avec des personnes qui ont déjà suivi la formation, qui en sont sorties pour avoir leur ressenti. C'est aussi important, ça permet, voilà, d'entrer en formation plus serein. Donc ça, c'est des petites choses qu'on vous donne là, des petites astuces qu'on vous donne aujourd'hui avec Philippe. Mais après, si vous contactez un conseiller en évolution professionnelle, eh bien, il pourra vous guider par rapport à toutes ces étapes et vous rassurer quant à ces questions. Et donc, on va passer, voilà, un petit peu, on va commencer à parler d'argent. Enfin, on va continuer puisqu'on a déjà parlé avec le CPF. Mais aujourd'hui, financer sa formation grâce au fonds d'assurance formation. On va voir qui sont les FAF, quel fonds d'assurance pour votre activité, comment participer aussi au financement de votre formation. Philippe, je te laisse la parole pour le financement de la formation. Comment ça se passe? Alors, il faut pas nous en vouloir parce que vous êtes un certain nombre à poser des questions et on vous répond pas tout de suite. Et si on vous répond pas tout de suite, c'est parce qu'en effet, on va l'aborder. Et la question du financement fait partie des nombreuses questions qu'on a vues arriver. Donc, le financement de notre formation, concrètement. Donc, reprenons point par point. Donc, les dirigeants, en effet,
peuvent avoir différents statuts. Et donc, ceux qui ont le statut de travailleurs non salariés et ceux qui sont micro-entrepreneurs, ils participent au financement de leur formation, donc en versant ce qu'on a évoqué tout à l'heure déjà, cette fameuse contribution à la formation professionnelle. Depuis 2022, cette contribution, elle est surtout, le montant est fixé en fonction de l'activité majeure qu'est celle du travailleur indépendant. Et donc, on va revenir sur l'élément clé qui est déjà d'identifier, en effet, le statut et l'activité qui peut être la vôtre. Prenons sur la gauche le premier élément. Pour les dirigeants qui sont assimilés salariés, cette fameuse contribution à la formation professionnelle et la taxe d'apprentissage, elles sont collectées une fois par mois et elles sont collectées au travers d'un document qui est cette fameuse DSN, qui est la déclaration sociale nominative, ou alors par l'URSSAF, cette déclaration, je vais y arriver, sociale nominative, par l'URSSAF ou la MSA. Maintenant, vous avez bien compris, c'est que si vous êtes, et c'est le deuxième cas, vous êtes un travailleur cette fois non salarié, cette fameuse contribution, elle est cette fois collectée annuellement sur la base d'une cotisation forfaitaire. Et on va y revenir d'ici quelques secondes. Donc là, deuxième cas, je suis travailleur non salarié et cette fameuse contribution, je la verse une fois par an en fonction d'une cotisation forfaitaire. Troisième cas possible, cette fois je suis plutôt sur le régime de ce qu'on appelle du micro-entreprise, donc je suis micro-entrepreneur. Donc cette fameuse contribution, elle est bien sûr collectée toujours lors du paiement des cotisations sociales à l'URSSAF. Et ça répondra à l'une de vos questions, selon un pourcentage du chiffre d'affaires déclaré. Donc, il faut en effet, dans ce troisième cas, pour cotiser, il faut que je sois capable d'avoir en effet déclaré déjà un chiffre d'affaires. Dernier point concernant cette notion de financement de notre formation au travers de ces contributions. En contrepartie du versement donc de cette fameuse contribution, les travailleurs indépendants, ils vont obtenir un financement qui pourra être en effet soit total ou partiel de la formation. Et ce financement, il va provenir du fonds d'assurance formation. Et ça va être ça en fonction des priorités et des modalités de financement qu'aura fixé ce dernier. Donc on va y revenir d'ici quelques minutes, puisque quand on parle du fonds d'assurance formation, il y en a plusieurs. Et donc, vous l'avez compris, c'est que ce financement, pour l'obtenir, il faut identifier de quel FAF on va dépendre selon, en effet, son activité. Mais je crois, sauf erreur de ma part, Marlène, que c'est ce que tu vas nous proposer juste après, non? Exactement. Donc, mais surtout, quand, un petit rappel aussi par rapport au cadre, quand et comment faire appel au FAF. Donc, pour les chefs d'entreprise, auto-entrepreneurs, commerçants, artisans, professionnels libéraux, on vous a mis le site internet, donc moncompte.gouv.fr. Vous pouvez faire les demandes de formation sur le site. Si le CPF, votre compte personnel de formation, ne couvre pas tous les frais pédagogiques, vous pouvez compléter en faisant appel au FAF. Qui peut obtenir une prise en charge par le FAF? Le travailleur indépendant, vous-même, mais aussi peut-être votre conjoint, votre collaborateur, votre associé. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on peut procéder? Déjà, tout ça, ça se fait avant le début de la formation. Le travailleur indépendant doit forcément se munir de l'attestation de paiement de la contribution à la formation professionnelle par l'URSSAF sur son compte personnel. Ça, c'est le premier élément administratif obligatoire. Ensuite, il peut déposer une demande de prise en charge auprès du fonds d'assurance formation dont il dépend. Et ça, vous pouvez l'identifier par rapport à votre code NAF ou APE. On va y revenir un petit peu après, à la slide suivante. Les pièces à fournir, les délais associés, en termes de réponse, ça peut varier d'un FAF à un autre. En général, on compte, en général, il faut la demande de financement, le devis de l'organisme de formation, normal, hein, ils ne vont pas s'engager sans avoir un devis, le programme du stage, l'attestation du paiement de la contribution à la formation professionnelle que je vous ai présenté au-dessus. Donc ça, c'est vraiment les documents qui sont demandés en priorité et de façon très générale.
Alors, quand et ouais, non, mais c'est bon, oui. Quand, Philippe, je te laisse la parole. Quand et comment faire appel au fonds d'assurance formation? Alors, en effet, selon en effet que nous sommes soit chefs d'entreprise, auto-entrepreneurs, commerçants, artisans, hein, on revient toujours à la fois sur la notion de statut, quelle est la forme juridique sur laquelle on exerce son activité. Vous allez pouvoir faire vos demandes de formation sur toujours un seul et unique site, on ne le répétera pas assez, www.moncompteformation.gouv.fr. Et comme l'a déjà indiqué Marlène, si votre compte CPF ne couvre pas tous vos frais pédagogiques, vous pourrez faire appel à un FAF. Alors, qui peut obtenir une prise en charge par le FAF? On l'a évoqué, on est travailleur indépendant, mais aussi son conjoint, ou son collaborateur, ou son associé. Donc c'est vrai que selon l'activité qu'on peut avoir, on se retrouve dans des structures des fois très très courtes, et c'est pas forcément uniquement soi-même en tant qu'entrepreneur, mais je le répète, on est conjoint d'un chef d'entreprise, d'un auto-entrepreneur ou d'un commerçant, son collaborateur ou associé. On peut bénéficier en effet derrière d'un appui financier grâce au FAF dont dépend l'activité du chef d'entreprise ou de sa propre activité. Alors comment procéder? Comment faire pour bénéficier de cette prise en charge? Première étape, avant même proprement dit que la formation débute, il va falloir justifier de l'attestation de paiement de la contribution à la formation professionnelle. Et c'est l'URSSAF qui peut nous la fournir, et elle est accessible sur son compte personnel. Voilà. Donc cette attestation fournie par l'URSSAF est vraiment un prérequis. Ensuite, deuxième étape, déposer en effet la demande de prise en charge directement auprès du fonds d'assurance formation duquel dépend l'activité principale. Donc on revient toujours par rapport à une notion d'activité NAF ou APE. Et c'est l'un de ces deux codes qui va déterminer en effet auprès de quel FAF est rattachée l'activité dans laquelle on exerce, ou dans laquelle on est un des travailleurs ou collaborateurs du chef d'entreprise. Troisième étape qui est importante, il va falloir en effet justifier, apporter des pièces directement, et ces pièces à fournir, elles vont être exigées de façon différente selon le FAF auquel on doit s'adresser. Donc, généralement, on va trouver des points communs selon les FAP. C'est bien sûr, il faut faire une demande de financement. Il faut bien sûr qu'on puisse justifier d'un devis de l'organisme de formation, qu'on mette en avant le contenu proprement dit de cette formation. Donc là, on revient sur la notion de programme du stage. Et puis, on en arrive toujours à ce qu'on a évoqué au tout démarrage, qu'on justifie du paiement avec l'attestation de paiement de la contribution à la formation professionnelle. Voilà. Donc c'est ces éléments, ces trois grandes étapes qui sont importantes à respecter, qui vous permettront d'obtenir une prise en charge du FAF dont vous dépendez. Marlène, est-ce que je te laisse prendre la suite? Oui, alors par rapport au FAF, justement, de quel FAF vous allez dépendre? Dépend votre activité. Le premier, c'est AGFIS, l'association de gestion et du financement de la formation des chefs d'entreprise, va plutôt s'adresser aux entreprises industrielles, commerciales et de services. Et donc, on vous a mis le lien vers l'AGFIS si vous êtes effectivement concerné. Le FAFCA va plutôt concerner les entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers. Et là, il va falloir que si vous souhaitez un financement, sollicitez dans les 3 mois précédant votre formation au titre de dirigeant non salarié, conjoint collaborateur ou conjoint associé ou auxiliaire familial, comme on l'a évoqué précédemment avec Philippe. Donc là, il y a 3 mois de délai. Le FAFPM, le Fonds d'assurance formation de la profession médicale pour les médecins libéraux et les conjoints collaborateurs et ou conjoints collaborateurs, il faut faire la demande au plus tard dans les 30 jours qui suivent l'entrée en formation. Donc, vous voyez, chacun a un peu son calendrier finalement. Le FIFPL, Fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux, donc non inscrits au répertoire des métiers. Exception faite des médecins. Attention, là, il faut faire la demande dans les 10 jours qui suivent l'entrée en formation en tant que dirigeant non salarié ou conjoint collaborateur. À chaque fois, on vous a mis les différents sites internet, donc vous pourrez retrouver les infos très facilement.
Et Philippe, je te laisse intervenir pour l'AFDAS, Ocapiat et Vivea, si Vous tu l'avez veux bien. compris, oui, vous l'avez compris, c'est que vraiment, à chaque fois, en fonction de votre fameuse activité, hein, et on parle de l'activité principale, qui est la vôtre, cette activité principale va, avec le code NAF ou APE, vous orienter vers un FAF. Donc l'AFDAS, on vous l'a mis, c'est le FAF qui est à la fois opérateur de compétences, mais qui intervient dans les secteurs de la culture, des industries créatives, médias, communication, télécommunications, le sport aussi, le tourisme, les loisirs, divertissement, voilà. Et donc, l'AFDAS va financer un certain nombre de formations, notamment des artistes-auteurs, affiliés à la Maison des artistes, ou à l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs, l'AGESA, mais aussi pour les écrivains, scénaristes, audiovisuels, chorégraphes, metteurs en scène, photographes, 3 petits points. Voilà, donc à chaque fois, même si on vous l'écrit, n'oubliez pas, ce qui est écrit peut bouger. Donc aujourd'hui, on vous parle que votre demande de financement de l'AFDAS doit parvenir dans les 3 semaines. À chaque fois, quel que soit le FAF, on vous invite à aller sur le site directement du FAF pour avoir l'information qui peut bouger en fonction aussi de leur propre décision. Ocapiat, opérateur de compétences pour la coopérative agricole, mais quand on parle d'agricole, on y rajoute l'agriculture, la pêche, l'industrie agroalimentaire et les territoires. Voilà, donc il gère le service pêche, culture maritime et coopérative maritime. Ça s'adresse aux conchiculteurs, culteurs, alors on pourrait même trice aussi, puisque c'est pas qu'un métier d'homme, et autres chefs d'entreprise de culture marine comptant au moins 11 salariés. Donc, on vous rappelle qu'en effet, pour ceux qui connaissent, Ocapiat a absorbé l'ancienne section professionnelle et paritaire, la SPP, qui intervenait sur tout ce qui est pêche, culture marine, anciennement de l'AGFOS PME, mais on va pas s'attarder plus longtemps. Donc la même chose, le réflexe, vous l'avez en bas, un site internet sur lequel on vous invite vraiment à aller. Et puis enfin, Vivea, qui est le fonds pour la formation des entrepreneurs du vivant, qui là, cette fois, concerne des exploitations, les entreprises agricoles et aussi les entreprises de travaux agricoles. Les entreprises de travaux forestiers, sauf les exploitants négociants en bois, les entreprises du secteur du cheval et quelques exceptions près, notamment parmi ces exceptions, il y a aussi le domaine du spectacle équestre. Vous l'avez compris, des fois, c'est pas forcément très simple pour identifier en fonction de l'activité. Donc, bref, on vous invite à aller sur le site du FAF. Et là, pour Vivea, Vivea vous invite à solliciter directement le financement de formation en tant que soit dirigeant non salarié. Hein, donc on revient toujours sur, si vous le sollicitez, c'est quel est le statut que vous avez dans la structure dans laquelle vous travaillez. Est-ce que vous êtes le dirigeant non salarié? Est-ce que vous êtes le conjoint, un conjoint collaborateur, aide familiale? Est-ce que vous êtes ce qu'on appelle un cotisant de solidarité? Bref, la même chose, déposez votre demande avant le dernier jeudi de chaque mois. Là, oui, c'est encore un peu plus précis. Vivea le traitera dans un délai de 3 semaines. Vous l'avez compris, il faut aller sur le site directement du FAF. Au moins, vous aurez une réponse actualisée. Maintenant, on va parler de quelque chose qu'on aime bien, qui est la notion de crédit. Alors, impôt, on aime moins, Marlène, mais crédit d'impôt, ça devrait être pas mal, non? C'est ça peut être intéressant. Donc, qui peut bénéficier de ce crédit d'impôt formation? Déjà, il faut savoir que il y a une date limite, hein, c'est jusqu'au 31 décembre 2024. Pour les artisans, commerçants, professionnels libéraux, se former, votre entreprise peut bénéficier d'un avantage fiscal. Donc, il reste un petit peu plus d'un an pour en profiter. Ce crédit d'impôt, il est mis en place au titre des dépenses de formation engagées au profit des dirigeants, de son ou ses dirigeants, donc un entrepreneur individuel, un gérant de société, un président, un DG, un administrateur ou membre de société par action peuvent être concernés. Qui peut être concerné plus précisément, Philippe? Alors en effet, à la fois on le rappelle, hein, vraiment, déjà le plus important sur la partie de droite, on vous a mis un petit warning. Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux formations suivies par le conjoint collaborateur. Donc là, quand on parle de crédit d'impôt, ça ne peut pas concerner tout le monde de la structure. En l'occurrence, principalement, ça ne concerne pas le collaborateur, le conjoint collaborateur. Qui est concerné de façon générale? Donc
toute entreprise peut bénéficier de ce crédit d'impôt, formation en tout cas, quelle que soit en fin de compte son activité, hein, on révoque qu'elle soit commerciale, industrielle, artisanale ou en libéral, et quelle que soit aussi sa forme juridique. Alors on parle à la fois soit d'entreprise individuelle ou de société, dès lors, et là aussi ça répondra à une des questions qui avait été posée, dès lors qu'elle est imposée selon un régime réel. Donc là, je vous inviterai à revenir auprès de spécialistes de la fiscalité, mais en tout cas, selon le régime d'imposition que vous avez choisi de votre structure, ben, vous pourrez ou pas bénéficier de ce crédit d'impôt formation. Donc là, en l'occurrence, ce n'est possible que si votre structure, votre activité, et la façon dont vous avez choisi d'être imposé, donc lié à votre statut juridique, c'est si vous êtes imposé selon un régime réel. Les entreprises individuelles, en effet, placées sur le régime fiscal de la micro-entreprise, sont exclues. Donc vous voyez, ça fera partie certainement de vos réflexions. Si demain, alors soit vous l'êtes déjà, ou soit demain vous êtes porteur de projet et que vous envisagez de créer une activité, que le choix du statut sur lequel vous allez exercer votre activité, et là je ne vous parle pas du code NAF ou du code APE, je vous parle vraiment du statut, la forme juridique va avoir un impact pour avoir des dimensions fiscales derrière d'imposition. Donc attention, les micro-entrepreneurs par exemple sont exclus en effet de ce crédit d'impôt. Alors concrètement, ce crédit d'impôt, il concerne quelles dépenses de formation? On vous l'a mis de façon générale, c'est, faisons simple, toutes les dépenses qui rentrent dans le champ de la formation professionnelle continue, peuvent être en effet concernées. Voilà. Quand on parle de dépenses, on est bien sur des dépenses de formation professionnelle. Je vous parle pas, en effet, pour certaines activités qui peuvent être plutôt personnelles. Là, on est bien dans un champ professionnel. Et qu'est-ce qu'on définit dans la notion de professionnel? C'est que cette formation, elle doit répondre à des critères. Et ces critères, c'est des éléments sur lesquels, si vous ne les respectez pas, bah, vous ne pourrez pas en bénéficier. Donc, on vous a indiqué que cette formation, elle est suivie, vraiment, en lien direct et dans l'intérêt direct du fonctionnement de votre entreprise. Et quand on dit du fonctionnement, c'est au quotidien, le côté opérationnel, mais aussi, bien sûr, de son développement. Et on le répète, c'est pas dans votre intérêt personnel parce que en tant que dirigeant vous êtes intéressé par tel ou tel domaine. Non, c'est vraiment démontrer que c'est lié à l'intérêt proprement dit de votre activité professionnelle. Et cette formation, elle doit vous aider vraiment à développer des compétences ce qu'on appelle, qui rentrent dans le champ d'application des dispositifs relatifs à la formation professionnelle. Donc, on vous rappelle en gros les principales caractéristiques. Il peut donc s'agir d'une formation professionnelle classique, mais aussi, ça peut être, et Marlène, on l'a évoqué très rapidement aussi, d'avoir recours à un bilan de compétences pour aider à prendre du recul, proprement dit, sur ses propres compétences, sur son projet professionnel, d'activité, de développement, etc., ou de changer peut-être ou d'élargir le scope de l'activité qu'on a en tant qu'entrepreneur indépendant. Mais c'est aussi, pourquoi pas, de passer par la valorisation des acquis d'expérience, parce que moi, en tant qu'entrepreneur indépendant, quand j'ai en face de moi, en effet, des clients ou des financeurs, souvent en France, le fait d'avoir un certain nombre de diplômes de reconnaissance officielle, bah, ça ouvre des portes, ça aide. Et donc la VAE peut nous aider. Ça peut être aussi une formation par le biais de l'apprentissage. Donc c'est pas parce que je suis aujourd'hui entrepreneur indépendant que je ne peux pas aussi concerner une partie de mon activité à développer mes compétences, notamment opérationnelles, via l'alternance que présente l'apprentissage. Ensuite, alors là, Marlène, qui adore les chiffres, les Quel calculs. crédit d'impôt? Le Vous voyez, calcul. elle est heureuse, ça se sent, elle est heureuse. C'est ma slide préférée. Le calcul. Le montant du crédit d'impôt, c'est vraiment par rapport aux heures effectives de formation. Donc, c'est 40 par année civile et multiplié par le SMIC horaire. Donc, ça, voilà, c'est un petit calcul à faire. Comment est-ce qu'on peut en bénéficier? Eh bien, vous avez des formulaires qui sont en ligne et qui peuvent être joints à votre déclaration annuelle de résultats.
Donc, on vous a mis même chose, on vous a mis les liens vers ces 2 formulaires, hein, je ne vais pas vous donner les numéros, mais pour que vous puissiez mettre en place ce crédit d'impôt. La loi de finances de 2022 a doublé le montant du crédit d'impôt pour les TPE dont le chiffre d'affaires ou le bilan total est inférieur à 2 millions d'euros. Donc, petite note à prendre en considération. Pour les départements aussi, petite alerte, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la réglementation est différente. Et donc, pour ça, on va vous inviter, Philippe et moi, à vous rapprocher de votre CMA. CMA, CMA. D'accord. Je Chambre des métiers. sais, Chambre des métiers de l'artisanat. Non, mais parce que des fois, on est tellement dans notre bain qu'on finit par parler que par des sigles. Ouais, Donc, j'espère bon, que vous connaissez votre CMA, donc votre chambre des métiers de l'artisanat. Voilà. ouais, on est méchant avec vous, mais bon. Donc, et donc, tu veux que je parle de quoi maintenant alors, en fin de compte? Alors, c'est l'exemple d'Augustine. Oh, En fait, Augustine. c'est pour introduire le CEP, puisque Augustine, elle était artisane commerçante. Et si tu peux nous parler d'Augustine, Ah, Philippe. Augustine. Alors, je ne sais pas si on a des Augustines parmi nous, mais en tout cas, qu'elle s'appelle Augustine ou pas, c'est une charmante personne et qui, dans ce qu'elle nous a voulu nous partager, on a recité cet exemple, à la fois artisane commerçante et puis, bah, malheureusement, comme beaucoup de personnes, bah, qui ont connu une période difficile avec l'arrivée du Covid, et pour autant passionnée par ce qu'elle faisait, quelles qu'en soient les difficultés, bah, elle n'a pas voulu arrêter son activité. Mais pour autant, comme tout le monde, elle avait besoin de trouver de quoi assurer financièrement sa vie. Et donc, elle réfléchissait à un complément d'activité et ça lui trottait déjà pas mal de temps, cette idée d'être aussi auxiliaire de vie. Donc concrètement, Augustine, eh ben, elle s'est rapprochée de sa conseillère en évolution professionnelle. Des fois, on parle souvent de conseiller. Et là, je note qu'on a noté conseillère. Oui, parce que Bah c'est une oui, conseillère qui a bah oui. accompagné Augustine. Mais c'est bien, c'est bien. Tout ça pour vous dire, On est sous forme de précis. clin d'œil, on est à des conseillers, des conseillères, voilà. Et donc, grâce à l'échange qu'elle a eu avec le conseiller en évolution professionnelle et sa conseillère, elle a pu refaire son CV. Elle a surtout, en effet, pu identifier quelles pouvaient être des entreprises qui pouvaient l'accueillir dans ce qu'on appelle une période d'immersion. Donc, ça veut dire rentrer véritablement en observation auprès d'une entreprise et voir de plus près le métier. Et c'est ça qui lui a permis, et elle nous l'a indiqué par ses mots, elle les a comparés ensuite pour mieux choisir celle qui était la mieux adaptée par rapport à son projet. Et elle a réalisé en effet cette immersion, ce qui lui a permis de reconnaître de connaître un peu mieux le métier d'auxiliaire de vie. Donc, ce qui est important au travers de cet exemple, c'est de vous montrer que on peut être en activité aujourd'hui ou demain l'envisager, et que pour autant, que ce soit maintenant ou demain, le conseil en évolution professionnelle va pouvoir en effet vous aider, mais on va y revenir d'ici quelques minutes. Et je ne fais que lire ce que nous a indiqué notre charmante Augustine. Le CEP m'a fait prendre conscience, m'a fait prendre de l'assurance et découvrir un métier que je ne connaissais pas. Alors, c'est elle quand même qui avait cette idée en tête. Nous, on n'impose rien. Et je suis très satisfaite d'avoir un CDI en tant qu'auxiliaire de vie et de pouvoir aussi concilier mon métier de commerçante et cette profession. Heureusement qu'elle est satisfaite qu'on la cite, hein, parce qu'évidemment, si elle avait dit le contraire, on aurait été embêté. Donc voilà, tout ça pour vous dire que on a certainement des choses à vous proposer derrière ces réflexions qui concernent le conseil en évolution professionnelle. Et là, je retends le micro en direct à Marlène. Donc, qu'est-ce que c'est le conseil en évolution professionnelle? Le conseil en évolution professionnelle, c'est un service qui s'adresse aux salariés actifs et aux indépendants. Et malheureusement, les indépendants ne le savent pas toujours, mais ils peuvent mobiliser ce service. En tant que service, évidemment, c'est gratuit. Ça permet effectivement de solliciter un intervenant extérieur, neutre, qui va vous accompagner dans votre questionnement, dans votre évolution professionnelle. Donc, c'est confidentiel. Si vous êtes salarié, il n'y a pas du tout d'obligation de prévenir votre employeur que vous mettez en place un conseiller en évolution professionnelle. Ça reste qui se dit entre votre conseiller ou votre conseillère reste entre vous. Donc, c'est neutre, je vous l'ai dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement. On vous accueille tel que vous êtes avec votre projet et on réfléchit ensemble à votre projet. C'est accessible puisque ça existe sur l'ensemble du territoire français, que vous soyez à Strasbourg, à Marseille
ou à Cherbourg, eh bien, vous avez le même accompagnement, le même droit par rapport au conseil en évolution professionnelle. Et c'est impartial parce qu'on ne va pas non plus vous conseiller plutôt un centre de formation plutôt qu'un autre. On reste vraiment neutre aussi par rapport à ça. Et c'est vous qui faites votre choix. Nous, on est vraiment là pour vous aider à faire un choix éclairé. On insiste un petit peu sur ça parce que c'est vraiment un moment d'échange et de co-construction de projet. Le conseiller, il est extérieur, il va vous poser des questions et vous guider dans vos démarches, vous mettre en relation aussi avec les bons organismes, les bonnes structures à proximité de votre domicile pour vous accompagner et vous faire avancer dans votre projet. À qui ça s'adresse? Ça s'adresse, Philippe, à qui? Alors ça s'adresse à qui? Bah, en effet, en fonction de la situation dans laquelle on se situe, je vais volontairement commencer sur la droite de l'écran. Si aujourd'hui je suis en situation de handicap ou dans une démarche de reconnaissance de handicap, je vais m'adresser à un réseau qui est spécialisé, qui s'appelle Cap Emploi et qui va pouvoir en effet délivrer le conseil en évolution professionnelle. Maintenant, si j'ai moins de 26 ans, et ben cette fois, ça sera les missions locales. Voilà. Mais les missions locales sont l'opérateur pour les moins de 26 ans dans le conseil en évolution professionnelle. Je suis demandeur d'emploi. À qui est-ce que je peux m'adresser? Je peux m'adresser directement à Pôle emploi. Je suis cadre. Alors que je sois en activité ou pas en activité, je peux aussi profiter du conseil en évolution professionnelle auprès de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Et enfin, complètement sur la gauche, les autres opérateurs du CEP qui là s'adressent à l'ensemble des salariés du secteur privé et à un statut qui aujourd'hui nous intéresse particulièrement, qui est le statut de travailleur indépendant. Donc là, si je suis dans cette situation, je peux me rapprocher, en effet, d'un des opérateurs en évolution professionnelle qu'on a nommé et qui, en effet, EVA, BGE, Groupement Évolution, Antea, Saxis, etc. Je ne vais pas pour les rappeler. Voilà. Donc, selon votre statut, vous pouvez, en effet, vous adresser. Mais alors, vous adressez avec quel objectif, Marlène? Si on va voir le CEP, en Alors, gros, pourquoi est-ce il qu'on va va voir m'aider à le quoi? CEP? Eh bien, pour plein de choses. On vient nous voir pour énormément de choses. Pour évoluer, bien sûr, hein, dans sa vie professionnelle, son parcours parce que on a envie d'évoluer. Alors évoluer, ça peut être au sein de son entreprise, hein, c'est pour ça qu'on vous a mis aussi un petit onglet avec la mobilité interne ou externe. La mobilité, elle peut aussi être interne dans l'entreprise. Je vois une offre passer au sein de ma structure, ça m'intéresse, le poste m'intéresse. Eh bien, je peux contacter un conseiller en évolution professionnelle pour refaire mon CV, pour me positionner sur cette offre et puis avoir les bons arguments, bien connaître mes compétences et me préparer directement à l'entretien. Par rapport aux compétences, c'est évidemment développer mes compétences. Qu'est-ce que ça veut dire développer mes compétences? J'ai envie d'utiliser mon compte personnel de formation pour faire une formation courte, travailler justement sur mes compétences, voilà, évoluer, gagner en savoir-faire. Eh bien, je peux faire appel à un conseiller en évolution professionnelle. Pour faire une reconversion ou une transition professionnelle, alors une reconversion, c'est changer de métier ou changer de secteur. Donc voilà, une transition professionnelle. Et là, nous, on va être très très proche d'un organisme qui s'appelle Transition Pro, qui est le nouveau nom du FONGECIF. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui avaient entendu parler déjà du CIF, du FONGECIF. Eh bien aujourd'hui, c'est Transition Pro qui est présent sur toutes les régions de France, qui prend la suite du FONGECIF et qui vous accompagne par rapport à la transition professionnelle avec ce qu'on appelle le projet de transition professionnelle. J'étais en train de répondre à une question justement dans le chat par rapport à ça et je vais vous mettre le lien des transitions pro pour que vous puissiez identifier le bon interlocuteur aussi. Et on a aussi des personnes qui viennent nous voir en disant bah oui, mais moi aujourd'hui, je veux changer de statut, je veux plus être salarié, je veux créer ou reprendre une entreprise. Comment je fais? Eh bien, même chose, on va vous guider par rapport justement à cette création, reprise d'entreprise pour que vous puissiez avancer sur votre projet, y voir plus clair, le confronter aussi à la réalité du terrain, monter votre business plan. On va vous mettre en lien avec les bons interlocuteurs. Et également, vous accompagner vers une certification professionnelle, comme on vous l'a déjà dit avec Philippe, pour faire une formation qui soit certifiante, où vous ayez un diplôme qui soit reconnu. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Philippe? Écoute, a priori, non. Sachant que je vois qu'on a un certain nombre de questions, on Des va questions? essayer
de faire Oui, au mieux pour les traiter, même si, comme vous l'a dit, sur des aspects fiscaux et techniques à un moment donné, ça sera plutôt auprès d'un conseiller en évolution professionnelle qu'il faudra se rapprocher, mais on va y revenir d'ici quelques minutes. Donc, concrètement, comment fait-on? oui, comment fait-on? Est-ce qu'on va leur répondre? Comment fait-on? Ben oui, on va leur répondre, bien entendu. Donc, la première des choses, on le rappelle, hein, on est bien sûr qui est un conseil avant tout individualisé, où dans un premier temps, vous allez échanger avec un conseiller en évolution professionnelle pour exprimer sur les dimensions, sur les questions qui sont d'actualité et en quoi on peut vous aider. Et donc, accéder à un premier niveau d'information sur le métier, l'offre de formation, l'environnement professionnel, les dispositifs de financement. Ce qu'on évoque là, de façon très générale, vous allez pouvoir y revenir plus tranquillement, plus sereinement, et puis identifier les démarches possibles et l'éventuelle suite à donner. Donc concrètement, ça, il y a un premier contact, et de ce premier contact, généralement qui est téléphone, on va mettre en œuvre après un accompagnement personnalisé qui, lui, va s'exprimer aux différents entretiens, aux différents rendez-vous, où là, vous pourrez, avec votre conseiller ou votre conseillère en évolution professionnelle, accéder à toute une information utile et qui va vous aider à, en effet, travailler et analyser la faisabilité de votre projet, de vos réflexions, et derrière de mettre en place un plan d'action qu'on appelle pertinent, bah heureusement, sinon on servirait pas à grand chose. Et puis surtout derrière, de pas être seul dans l'action, et donc d'être accompagné dans votre mise en œuvre. Mais maintenant, il faut quand même prendre un rendez-vous, me semble-t-il, Marlène. Exactement. Donc, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on prend un rendez-vous avec un conseiller? C'est très facile. Vous avez le site internet mon-cep.org qui va vous permettre d'identifier votre conseiller par rapport à votre région et vous allez pouvoir avoir un rendez-vous rapidement. Sur ce site, vous trouverez également les numéros de téléphone. Si vous n'avez pas envie de passer par Internet pour prendre votre rendez-vous, vous trouverez également des numéros de téléphone pour appeler en direct l'opérateur conseiller en évolution professionnelle qui vous correspond, qui est le plus proche de chez vous, tout simplement. Et pas de panique, si jamais vous êtes cadre, vous appelez le groupement évolution ou vous appelez une mission locale, et bien on vous renvoie vers le bon interlocuteur, le bon opérateur. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Tranquillisez-vous. On trouvera forcément le bon interlocuteur pour vous. Eh bien, On a merci droit. beaucoup, oui, pour votre On a, écoute. Peut-être qu'on peut prendre quelques questions. oui, alors en effet, on vous remercie. Ce qui est un peu frustrant, mais c'est la format qui est comme ça. C'est vrai qu'on est obligé de parler beaucoup et on n'est pas forcément dans l'interaction au plus rapide. Donc on va essayer de reprendre quelques questions un peu type. Par exemple, j'ai cru voir une question qui tournait autour de avant, quand on était sur le DIF, les heures qu'on avait sur Mm. le DIF, en gros, si on n'a pas fait la conversion, est-ce qu'elles sont perdues? À ma connaissance, oui. Oui, Euh, malheureusement, oui. voilà, donc c'était en 2021, je crois. En Mm, effet, mm, si vous n'avez c'est pas fait ça. la conversion, demande de conversion, ce que vous aviez avant n'est pas rebasculé aujourd'hui, en effet, sur votre compte personnel de formation. Désolé, je crois que la personne ne va plus nous parler maintenant. Elle a même raccroché, je suis sûr. Non. Bon, une autre question? On avait un petit bug sur cette réponse de question, donc c'est bien. Vous étiez 32 à vous poser cette question, donc c'est bien qu'on ait pu y répondre. Alors, est-ce qu'on avait une autre question qui soit un peu... Il y a eu pas mal de demandes. Le compte CPF peut-il permettre de réaliser une certification Calliope, par exemple? Alors, sans rentrer peut-être trop dans le détail, la certification Calliope, c'est une exigence, en effet, qui est aujourd'hui demandée à des organismes de formation pour permettre à ce que ces organismes de formation, à ce que les formations que délivrent ces organismes de formation soient en effet cofinancées, et cofinancées notamment par certains organismes extérieurs comme peuvent être le conseil régional, comme peuvent être en effet la caisse des dépôts et consignations via le compte CPF. Maintenant, la question là, c'est est-ce que moi, ça peut me permettre, en tant qu'organisme de formation, je présume, Ludovic, que c'est mon activité et celle d'organisme de formation, et pour exercer mon activité, j'aurais besoin d'être certifié. Et donc là, c'est une question sur laquelle je suis un peu embêté pour répondre comme ça de but en blanc. Je ne sais pas trop.
à vrai dire. Marlène, est-ce que toi, tu as une idée là-dessus ou pas du tout? Eh bien non, je suis un peu comme toi. J'arrive pas. J'aurais bien aimé que Ludovic, si vous pouvez reformuler votre question, peut-être que ça pourrait nous aider un petit peu à y voir plus clair. Il y a une question de Sophie qui vient d'arriver. Malheureusement, Sophie, auto-entrepreneuse avec une CFP à moins de 100 euros, de combien peut être ma prise en charge pour une formation? On va pas pouvoir vous répondre comme ça. C'est aussi pour ça qu'il y a le conseil en évolution professionnelle, pour que vous puissiez justement poser vos questions à vous, puisque le conseiller, il aura tous les éléments pour vous répondre. Nous, sur une question comme ça, c'est un petit peu sur un webinaire, c'est un peu juste en fait. En termes d'information, on ne voudrait pas non plus vous induire en erreur. Sachant que je l'ai rappelé, en effet, sur des questions techniques et pointues, c'est pas entre guillemets notre champ à nous d'intervention. Donc, on est là avant tout pour vous donner des points de repère et vous Des inviter, premiers éléments. voilà, de prendre, d'avoir en tout cas connaissance des éléments incontournables, de vous aiguiller vers des sites qui, ces fois, sont des sites officieux ou officiels, en l'occurrence, pour vous donner l'information précise, et puis surtout, vous inviter à échanger après avec un conseiller en évolution professionnelle dont l'expertise et les outils permettent de fouiller et de vous orienter aussi à un certain nombre de nos partenaires, hein, notamment liés à des dimensions de fiscalité ou de statut juridique, sachant que lorsque vous êtes rattaché à une chambre des métiers et de l'artisanat, vous avez en tant qu'adhérent accès à des services juridiques. Lorsque, selon le statut de votre entreprise, vous êtes rattaché ou dépendez d'un territoire animé par une chambre, une CCI, Chambre du commerce et de l'industrie, là aussi, ils ont des services d'appui et d'aide pour avoir des réponses sur des notions de fiscalité ou des dimensions juridiques. Est-ce que tu vois d'autres... Alors, j'avais vu une autre question, Marlène, j'en Oui. pense de mémoire, une question sur le lien, je ne sais plus comment elle était formulée, sur le lien entre les FAF qu'on avait évoqués et certains... oui, les Ah, FAF qu'on a c'était par rapport évoqués, aux OPCO, c'est ça, oui, par rapport à Ocapiat. Parce que Ocapiat ils je vais sont y OPCO et arriver. FAF. Voilà, exactement. Ils ont la double casquette en fait. Donc, voilà, cherchez pas sur en effet, les OPCO, il n'y en a plus que 11, qui généralement, en tant que les OPCO sont plutôt en relation avec les employeurs directs et financent ou peuvent aider à financer certaines formations, mais certains de ces 11 OPCO ont gardé un statut très particulier en plus de leur activité d'OPCO, qui est celui d'être FAF. Et donc, on revient après sur le fait que selon le code NAF ou APE de votre activité, vous pourrez identifier quel est le FAF auprès duquel vous pourrez solliciter dans le cadre en effet d'un besoin de financement en dehors de votre compte CPF, puisque vous l'avez compris, financer sa formation professionnelle, on revient bien sur la notion de professionnel, peut s'exercer de différents avec son propre compte personnel de formation et en mobilisant les FAF sous des critères qu'on vous a rappelés tout à l'heure de contribution, etc. Voilà. Et Ludovic précise qu'effectivement sa question était en tant que formateur indépendant. On lui a demandé s'il avait une certification type Calliope. Oui, alors c'est vrai que généralement alors on va pas rentrer trop dans le détail, Le mais c'est détail, vrai que là, ça devient très personnel. Hein, oui, alors on ferme les micros, il n'y a qu'une conversation entre Ludovic et nous, hein, on va dire comme ça. En 2 secondes. C'est vrai que pour exercer une activité, alors c'est pas proprement dit pour l'exercer, c'est surtout pour que la formation que vous allez délivrer demain en tant que formateur puisse être cofinancée. Voilà, donc il n'y a pas il n'y a pas une obligation à part entière d'être Calliope, sauf que ceux qui c'est derrière que ça passe sur une liste où votre organisme sera identifié comme finançable vers le CPF et voilà, bah, c'est clair que c'est quasiment un incontournable, quoi. Voilà. Donc on en revient toujours après sur la même question, c'est euh, il faut en savoir un peu plus sur la formation en question, quoi. Si c'est un accompagnement pour être certifié, c'est pas proprement dit une formation à part entière. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un appui, des recommandations pour faire en sorte demain d'être certifié Calliope. C'est pas être c'est pas en effet une formation proprement dit en tant que chef d'entreprise. Donc c'est là où il faudra y revenir plus en individuel. Exactement. Moins d'une minute.
Exact, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Donc, merci à tous pour vos questions, et puis, votre participation aujourd'hui. Une dernière chose, parce qu'on nous a redemandé effectivement si vous aurez le support. Oui, dans 15 jours, une fois que les semaines de l'évolution professionnelle seront terminées, de nouveau sur le site, vous aurez accès au replay avec Je toutes les informations. Oui, alors c'est vrai que juste, ça sera vraiment la petite dernière, mais c'est parce que c'est vous, hein. La petite dernière, c'est le fait que il paraît qu'il y a peut-être une prise en charge sur le compte CPF, un reste à charge qu'on a, en effet, qui serait en plus ou moins en train d'arriver. Oui, il se peut en effet que le législateur, à un moment donné, dise que sur le CPF, eh ben, sur une formation de temps, là où le FAF pouvait prendre en charge une partie, il y en aura une partie peut-être plus conséquente qui restera à charge, à votre propre charge. Voilà, donc il y a une notion de reste à charge qui est en cours il y a un projet sur ce sujet, on peut pas en savoir, quoi, j'en sais pas plus aujourd'hui, donc on pourra y revenir un peu plus tard. Nous avons, il est pile poil 15 heures. Marlène, on les remercie quand même, hein. Oui. Oui, Oh, bel merci à effort, vous. bel Non, mais effort. c'est parce que non, et en fait, je suis en train de répondre à Laurence qui me demande sur quel site elle va trouver les informations. Voilà. Donc, c'est le site sur lequel vous vous êtes inscrite, Laurence, le site des semaines de l'évolution professionnelle. Vous êtes inscrite sur un site pour, j'imagine, pour répondre, pour assister à ces présentations. Et je vous remets le lien, si vous voulez, dans le je venais de fermer le lien, c'est pour ça, ma page. Mais je vous remets le lien dans la réponse. Je vais y arriver. Voilà, Bon, j'ai un petit peu de mal. Donc, en tout cas, merci à tous d'avoir été présents et de nous avoir suivis. Et vous pouvez retrouver les replays sur le site des semaines de l'évolution professionnelle d'ici 2 semaines. il va falloir qu'on fasse des coupures, à mon avis, parce que sinon, Oui, c'est ça. bon, c'est en direct. C'est On bon. vous remercie beaucoup, bonne Merci continuation à vous. et voilà, avancez bien dans votre projet et on sera avec vous en tout cas. Merci, au revoir. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.